Coucou, nous sommes lundi et j'introduis ce vlog. J'ai quelques lectures dont j'aimerais vous parler. Donc on y va avec cette introduction. Donc j'ai bien avancé Malou d'Ivray de Gwen Guillain puisque j'ai lu la moitié. Non, un petit peu moins de la moitié peut-être. Voilà, un tout petit peu moins de la moitié. Il me reste 10 pages avant d'être à la moitié, 15 pages. Bref, dans Malou d'Ivray, on suit différents personnages. On suit le personnage d'Ivray, qui est une petite fille qui est au service d'une sorcière qui s'appelle Malou, et qui n'est pas une sorcière très sympathique, qui est une sorcière un petit peu, comment vous dire, ce genre de sorcière qui conclut des pactes avec les gens et qui, voilà, veut par exemple récupérer un premier-né. Enfin, on est vraiment sur ce genre de sorcière de conte un peu maléfique. Et on suit Malou qui est à son service. On ne sait pas très bien d'où elle vient, on ne sait pas très bien pourquoi elle est là. Mais ce qu'on sait, c'est que la sorcière fait tout pour qu'elle n'ait pas d'histoire, qu'elle n'ait pas d'histoire propre, personnelle en fait. C'est un livre qui est hyper intéressant parce qu'on est quelque part entre le conte, le jeu sur la langue et le côté méta du conte, où le conte s'observe lui-même. Et en même temps, on est aussi quand même dans une histoire à proprement parler. Donc, on va avoir par exemple le personnage de On, qui est celui qui manipule les histoires, qui les change, qui en fait un tout complet et qui vire certaines choses, garde certaines autres choses. Et c'est assez intéressant puisque c'est le jeu sur on dit, les on dit et on ce personnage. C'est pareil avec Ivray, c'est pareil avec Malou, qui ont tous et toutes ce côté conte, personnage de conte, tout en ayant, comme je vous disais, ouais, ce regard sur l'histoire et sur la manière dont est écrite l'histoire. Et c'est très chouette. C'est une lecture qui est assez exigeante, sincèrement, bien qu'elle soit assez courte, parce que c'est ce genre de lecture où il faut être un minimum concentré. On est sur une langue assez élevée, on est sur des petites complexités narratives malgré tout, d'autant qu'il y a un véritable jeu et un véritable travail d'écriture. Donc il faut quand même être un peu concentré, d'où le fait que j'avance tranquillement mais sûrement. En tout cas, je trouve ça hyper chouette, hyper intéressant, j'aime beaucoup. Je me demande un peu où on va, je sais pas trop, mais là pour le moment, on est sur la petite Ivrée qui se pose un peu des questions, qui commence à se poser des questions, et c'est assez intéressant. Donc on en reparlera plus tard, peut-être quand je l'aurai fini, peut-être avant, je ne sais pas vous dire. Et oui, je regarde la couverture parce que c'est Anouk Faure, c'est une gravure d'Anouk Faure, je crois. C'est pas marqué si c'est une gravure, mais en tout cas, c'est une illustration d'Anouk Faure. Et je la trouve très très chouette. Voilà. Donc pourquoi la mer? Je sais pas trop vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Malou a interdit à Ivray de s'approcher du port. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose autour de la mer. Je ne sais pas. Voilà, première lecture solo. Sinon, hier, j'ai lu et terminé Monstre de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis, qui est une histoire euh, autant en écriture qu'en illustration. Et c'était vraiment très chouette, sincèrement, c'était très très chouette. On est sur un petit garçon qui voit arriver dans sa ville un cirque, et ce cirque annonce qu'ils ont un monstre, un véritable monstre, et qu'il sera montré le soir même lors de l'unique représentation. Et je vais pas trop vous en dire parce que je vous déconseille de regarder les images, ça vous spoilerait. Je vous déconseille de trop vous pencher sur les résumés. Sachez juste que c'est une véritable réflexion et que je pense que c'est vraiment hyper intéressant à mettre dans les mains des enfants peut-être de 10, 11 ans par là pour pouvoir discuter autour de ce livre parce que ça pose des questions autour de l'acceptation d'autrui, autour de ce qu'est un monstre, autour des rapports entre les enfants. Ça parle aussi un peu de harcèlement. Donc c'était plutôt chouette. Franchement, c'était assez intéressant. J'ai trouvé que l'écriture était assez accessible tout en étant intéressante d'un point de vue travail de la langue. Les illustrations sont vraiment très belles et très travaillées, un peu effrayantes, donc c'est parfait pour cette période. Je vous recommande franchement de vous pencher dessus parce que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, ça véhiculait un message hyper important et ouais, c'était une très chouette lecture, donc je suis contente de l'avoir lu. Et sinon, je suis sur deux autres lectures. En lecture commune, on est sur Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, publié chez De Noël avec Pénélope et une copine de Pénélope. On a lu quasiment la moitié, pas tout à fait encore une fois, mais sûrement pas très loin, ouais, pas très loin de la moitié. Et je peux vous en parler un petit peu. Donc en gros, dans Du thé pour les fantômes, on suit le personnage de Carmine qui vit dans les montagnes à Nice avec un homme qui est un berger
Ils se sont mariés et ça commence quand elle va accoucher. Elle se rend compte qu'elle va avoir des jumeaux ou des jumelles et ça l'enchante pas. Franchement, elle est pas ravie. D'autant que l'accouchement ne se passe pas très bien. Elle accouche à 10 mois de grossesse. La première petite bah, veut pas trop sortir, c'est compliqué, c'est douloureux. Et enfin, quand elle sort, la deuxième sort à quatre pattes dans la foulée, à une dent, et est assez vorace. Et sa mère la rejette pas mal. Euh, Peut-être un petit peu moins au début de sa vie, mais dès qu'elle a passé 5 ans, elle la rejette énormément. Et donc, on est sur cette relation entre ces jumelles qui s'appellent Félicité la première et Agonie la deuxième, et de leur rapport, des rapports intrafamiliaux et aussi de la vie en fait, de ce qui s'est passé après, puisque quand on retrouve Félicité, finalement, elle a 46 ans, je crois. Donc c'est une femme adulte. Ça aussi, j'ai trouvé intéressant qu'on soit sur un personnage qui soit pas jeune, personnage qui est voilà, une adulte. Et le personnage de Félicité est passeuse de fantômes. Donc grâce à du thé, elle a appris à s'intéresser, manipuler le thé. Elle aide les fantômes à passer de l'autre côté, ceux qui sont bloqués dans notre monde parce qu'ils n'ont pas pu finir une phrase. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'au moment où sa mère meurt et qu'elle ne retrouve pas son fantôme alors que sa mère est morte en plein dans une phrase au téléphone avec elle. Et elle va prévenir sa sœur que leur mère est morte et elles vont se retrouver et il va se passer beaucoup de choses. Vous avez peut-être l'impression que je vous en dis beaucoup, mais en fait c'est pas tant que ça déjà pour commencer. Et c'est pas tant le cœur du propos. Je pense que le cœur du propos, c'est vraiment cette relation entre les sœurs, cette éducation et le passé de la mère et ce qui n'a jamais été dit, ce qui a été tu, ce qui a été secret, ce qui a été caché, et c'est vraiment très chouette. L'écriture est super, j'adore, j'adhère et j'adore. J'aime beaucoup la narration puisqu'on est sur un narrateur qui est extérieur, qui se fait lui-même narrer cette histoire par Félicité et Agonie, et qui est assez présent et en même temps sait s'effacer, qui est là pour faire des petites remarques intéressantes, intelligentes, qui apportent un peu de world building et de construction autour de l'histoire de ses sœurs. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on est dans un Nice peut-être moins connu, un Nice plutôt dans les montagnes, plutôt reculé, plutôt dans du côté pas glamour, pas paillette de la côte méditerranéenne. Et ça, c'est très très chouette. Au contraire, en fait, finalement, de ce Nice, ce bord de plage, soleil et chaleur, on est dans les montagnes où il fait frais, où la vie est assez sommaire. Enfin, c'est très très chouette. Donc, je suis vraiment à fond dedans. J'aime énormément. J'aime énormément la manière dont on montre l'injustice que peut vivre Agonie, comment ce que ça a provoqué chez elle, et en même temps, le fait que Félicité soit la préférée n'est pas forcément non plus une bonne chose pour elle, puisque finalement, non seulement ça dérègle la relation entre les sœurs, ça dérègle la relation entre mère-fille, mais en plus de ça, ça empiète sur sa vie énormément. Donc c'est hyper intéressant, ça parle en fait de sujets... Enfin, comment vous dire? Il y a un côté assez léger, qui est très bien mesuré, et un côté hyper profond. Et vraiment, je trouve que la balance entre les deux est très très bonne. Il y a des côtés, voilà, quand le narrateur reprend la parole, fait des petites remarques et tout, qui va être limite drôle, et en même temps, on parle de sujets super graves, super importants, et aussi très réalistes, très d'actualité. Bien qu'on soit dans du fantastique, dans de la fantaisie, vu que Félicité parle avec les fantômes, voit des fantômes, Agonie a des espèces de pouvoirs magiques, Carmine, a priori, en avait aussi. Je sais pas comment vous dire, c'est plus, ça a plus ce côté conte de montagne, conte des pays reculés, fées, vous voyez, que vraiment sorcière et magie. Mais c'est, enfin, c'est très très chouette, j'aime énormément. Donc on en reparlera plus tard. Demain, je pense pas vous prendre parce que demain j'ai une grosse journée, mais peut-être plutôt mercredi, et on verra où on en est. J'espère qu'on va réussir à avancer. J'aimerais bien savoir en fait où on va. Je trouve ça hyper bien écrit, vraiment parfait pour cette saison. Voilà, donc ça c'était pour du thé pour les fantômes. En parallèle, sur mon téléphone, toujours, je suis en train de lire Station Eleven d'Emily St. John Mandel. J'essaie à chaque fois de me mettre ces noms de famille dans l'ordre. Que je lis avant en fait La Mer de la Tranquillité, puisqu'a priori on est dans le même univers. Je pense pas que ça soit réellement directement une suite, mais je pense qu'il va y avoir des références à Station Eleven, donc autant le lire pour savoir. Et je dois admettre que je suis à fond dans cette lecture, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai lu les 2 tiers en l'espace de 2 soirées. C'est vraiment, j'aime énormément. On est dans un post-apo où en gros, il y a une énorme épidémie virale qui se répand et qui tue 90-95% des humains.
Donc en gros, quand tu la contractes, en 48 heures, tu meurs. Évidemment, il y a des gens qui sont naturellement immunisés, mais c'est une toute petite minorité de la population. Et on est sur plusieurs timelines, j'allais dire deux, mais en fait plus que deux, puisqu'on va être au tout début dans, en gros, l'équivalent de maintenant pour nous, donc peut-être, ça doit être avant Covid, mais voilà, on va dire quasiment contemporain à notre époque, où on va commencer sur une représentation où l'acteur qui joue le roi Lear va faire un infarctus, va tomber et en fait va s'enchaîner suite à ça dans la foulée. Cette épidémie qui touche tout le monde très très rapidement. On est à Toronto principalement, mais pas que. On est, je sais plus, tiens, au début si on est au Canada. Je crois qu'on est au Canada au début. Et, hum, et bref, et donc on suit cette timeline qui en fait va être le passé, c'est-à-dire notre présent c'est le passé, avec différents moments, donc plus ou moins dans le passé, mais voilà, on va dire une timeline passée. On a une timeline présent, donc post grosse pandémie, et on est 20 ans après, et on va suivre des personnages qui ont plus ou moins connu le monde d'avant. On est dans un post-apo, donc vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a plus d'électricité, plus d'eau courante, plus d'internet, plus de contact avec les gens, si ce n'est quand on se déplace physiquement. On est sur des mini-villages, des mini-villes qui se regroupent à certains endroits, qui vivent entre eux, avec ce côté hyper évolutif de tout ça, parce que il suffit qu'il se soit passé quelque chose, quand on revient quelques mois plus tard, il n'y a plus la même population, voire il n'y a plus de ville. Bref, on est sur ces deux timelines, mais comme je vous disais, il y en a plusieurs, puisque dans le passé, on va avoir différents moments du passé, plus ou moins loin dans le passé. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, sachez que j'adore cette lecture, je trouve ça absolument génial. J'aime énormément cette superposition du passé et du présent, où en gros, il y a des moments où on va retrouver des personnages, et parfois des objets, et parfois des choses. On évoque des choses et on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais tel personnage l'a vécu comme ça, donc dans le présent. Et on va remonter le fil de tout ça pour arriver à l'explication de ce qui s'est passé ensuite. Et c'est hyper bien tissé, c'est hyper bien mené. On va s'attacher à un objet, donc on va s'attacher par exemple à la BD Station Eleven, puisque c'est une BD dans l'ouvrage qui s'appelle Station Eleven. On va s'attacher à un objet, un presse-papier, et on va avoir son histoire, et en fait il sert quasiment de prétexte à expliquer ce qui se passe entre les personnages et pourquoi on en arrive là où on en arrive. Enfin bref, franchement c'est hyper bien tissé. Ça pose beaucoup de questions par rapport à la culture, puisqu'on va suivre dans le présent une troupe itinérante de musiciens comédiens qui reprennent Shakespeare et qui vont de village en village pour faire des représentations. Donc on parle beaucoup de l'importance de la culture, de l'art dans une société post-apocalyptique, mais on parle aussi beaucoup de la futilité en fait des choses qui nous paraissent importantes, et une fois que tout s'est cassé la figure, ça l'était peut-être pas tant que ça en fait. Et c'est vraiment hyper bien mené, hyper bien écrit, hyper intelligent. C'est intéressant, moi je suis à fond dedans. On suit beaucoup de personnages, mais moi je me suis jamais perdue, j'ai toujours réussi à suivre. Je trouve que l'autrice est vraiment hyper forte pour réussir à dédoubler les fils de narration et à nous faire suivre l'un ou l'autre de manière très fluide, sans qu'on se sente perdu. Enfin, franchement, c'est une super lecture. J'adore. Je suis à fond dedans. J'ai qu'une envie, c'est de le terminer. Enfin non, j'ai pas envie de le terminer parce que j'ai envie de rester dedans en fait. Mais ouais, franchement, très très chouette lecture. Donc je suis absolument ravie de cette découverte, de cette lecture que Juliette avait recommandée dans une de ses vidéos de mai. Elle m'avait dit que j'aimerais bien, et là c'était l'occasion vu que j'ai reçu en SP La Mer de la Tranquillité. Je sais même pas si je vous l'ai montré la semaine dernière. En tout cas, sachez que je l'ai reçu de la part de Rivage en SP, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de lire Station Eleven. Voilà, vous savez tout. Donc là, à l'heure actuelle, je suis un peu HS. Ce matin, j'ai fait des paquets, enfin j'ai fait un paquet, j'ai fait le gros swap que nous avons prévu avec Isabelle, donc des chroniques du hérisson. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il y avait des plantes et que les plantes à emballer, c'est assez long si on veut que ça s'écrase pas, ça s'abîme pas, etc. Donc je vous avoue que ça m'a mobilisé une certaine énergie à la fois mentale et physique. Mais là, c'est fini, je vais aller le poster et puis voilà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter pour aujourd'hui, je n'ai rien reçu et puis je dois vous avouer que j'ai envie de faire la sieste. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on se retrouvera demain parce que comme je vous disais, j'ai une grosse journée de prévu, mais peut-être du coup qu'on se retrouve, enfin peut-être on se retrouvera du coup mercredi. Je vous fais des bisous et on se dit à mercredi. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi comme prévu, je n'ai pas fait de point hier, mais on va s'en faire un maintenant.
Donc, j'ai terminé Station Eleven pour commencer, donc d'Emily St. John Mandel, que j'ai absolument adoré, vraiment j'ai adoré. Je vous en ai déjà parlé, je n'ai pas forcément grand chose à ajouter qui ne spoilerait pas. Sachez que ce que j'ai vraiment aimé sur cette fin, c'est tout au long du roman, mais sur la fin c'est encore plus marqué, c'est que vraiment toutes les pièces du puzzle se mettent en place et on comprend les liens entre tout et tout le monde et plein de liens se créent, se font et s'éclaircissent et c'était génial, c'est hyper bien mené, c'est hyper intelligent, ça fait pas forcer, ça fait pas trop, ça fait assez spontané et naturel et c'était trop bien. Franchement j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les thématiques qui étaient abordées dans cet ouvrage, que ce soit la civilisation, la fin de la civilisation, l'humanité, comment les humains réagissent bah voilà, cette fin de l'humanité et de la civilisation, parce que malgré tout, 99% des gens, a priori, sont morts. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans le livre, mais en fait beaucoup moins que ce que ça a été nécessairement. Et surtout, c'est aussi très bien mené parce que on a, si vous voulez, des personnages qui ne sont pas géographiquement reliés, qui sont parfois très loin les uns des autres, mais on a un petit peu des bouts d'histoire qui se raccrochent, qui vont se rattacher par exemple à un objet et c'est, enfin, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était trop bien fait. Je trouve que l'autrice a vraiment un talent incroyable et j'ai adhéré à 100% du début à la fin. J'étais à fond. Ça m'a parfois un peu retourné l'estomac parce que parfois c'est un peu dur quand même. Mais je pense que ça c'est propre à chacun, c'est on a chacun nos sensibilités, etc. Donc voilà. Mais c'est ouais, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi cette manière de parler de l'art, des arts en l'occurrence, et de comment on se rattache à ça quand il n'y a plus rien d'autre, et à quoi en fait sur quoi se reconstruit la nouvelle civilisation, parce que nécessairement, malgré tout, une civilisation se reconstruit petit à petit forcément. Et à quoi ça peut se rattacher? Donc, bah, par exemple, on va avoir un homme qui va tenir un journal, un espèce de, ouais, de journal où il va mettre soit des extraits de livres, soit des interviews, etc. Et qui va tourner un petit peu entre les gens. Et c'est trop chouette parce que bah, ça montre qu'il y a quand même des personnes qui essaient de faire des choses et qui se rattachent à ce qu'ils connaissent, qu'ils ont connu. On voit un personnage par exemple qui va, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros qui va aider les autres et ces gens se rattachent à ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont appris dans le passé, mais arrivent un minimum à évoluer malgré tout. Pas toujours en bien, mais voilà. En tout cas, c'était trop chouette. Franchement, c'était génial. Je pense que c'était un vrai coup de cœur. J'ai vraiment totalement adhéré à son écriture, à son histoire, à ce qui était raconté dans ce livre. Et voilà. Donc je n'ai pas franchement grand-chose à rajouter très sincèrement parce que je veux pas vous spoiler et que tout ce que je vous ai dit est vrai du début à la fin et il n'y a pas... voilà, si je vous en dis trop, ça va vous donner trop d'éléments et vous allez peut-être deviner si vous le lisez ce qui va se passer. Et moi je trouve que c'est chouette de le découvrir au fur et à mesure. Parfois on le voit un petit peu venir, parfois pas vraiment. Et c'est ça qui est bien quoi. Donc voilà, très bonne lecture que j'ai dévorée, que j'ai adorée. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai une lecture commune qui est prévue sur la mer de la tranquillité. On en reparlera dans tous les cas. Mais je suis ravie d'avoir découvert Station Eleven. Ensuite, j'ai très bien avancé ceci, donc c'est Malou d'Ivray. Il me reste pas grand chose, mais comme je vous disais, c'est une lecture qui est assez exigeante, bien que sur la fin, ça s'accélère un petit peu et c'est un peu plus clair, peut-être, un peu plus accessible en tout cas en termes de compréhension qu'au début, parce qu'on est plus sur des choses concrètes, même si ça reste abstrait à un certain niveau, c'est un peu plus concret. Je vais avoir du mal à vous parler de ce livre parce que c'est vraiment une expérience de lecture très particulière, à part entière, avec vraiment ce mélange à la fois de conte, à la fois de, comme je vous disais, de regard sur le conte et de personnification en fait, de personnages, d'histoires qu'on peut connaître, enfin voilà. Et c'est dur d'en parler, mais c'est hyper intéressant, c'est vraiment très riche, c'est très bien écrit, la plume est vraiment très belle. C'est pas, voilà, comme je vous disais, c'est pas forcément le plus simple des livres que j'aurais lus dernièrement, mais ça reste une très bonne expérience de lecture et je suis contente d'avoir la chance de le découvrir. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, même si encore une fois, je ne sais pas franchement si j'aurai grand chose à ajouter, mais peut-être, nous verrons bien, je ne sais pas encore. Avec Pénélope, on a presque fini du thé pour les fantômes, je pense que ce soir, ça sera terminé. Et c'est une lecture que j'aime énormément. Franchement, c'est une lecture déjà d'une part qui est totalement dans l'esprit halloweenesque parce qu'on suit ces deux sœurs qui ont un peu cette magie, parce qu'on suit voilà cette sœur un peu plus sorcière et cette sœur qui est plus
proche des fantômes, qui parle avec les fantômes, qui est passeuse de fantômes. Et donc on a toute cette ambiance autour en fait qui fonctionne super bien à cette période. Et j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec la plume de l'autrice parce que je trouve qu'elle a un talent très particulier qui n'est pas donné à tout le monde, c'est de réussir à mêler subtilement et de manière parfaitement dosée l'humour, l'absurde, les moments qui sont plus légers avec les thématiques de fond hyper denses, hyper riches et même un petit peu lourdes parce que là on est sur ces deux sœurs qui voilà, ne se sont pas parlé pendant 30 ans, qui se retrouvent et qui doivent réapprendre déjà à se connaître d'une part, à se comprendre d'autre part, ce qui n'est pas évident, mais aussi qui doivent lever plein de malentendus entre elles, et c'est vraiment trop trop chouette. Donc je suis contente. Donc pareil, ça, je conclurai ça demain. J'ai bon espoir demain d'avoir fini ces deux-là. Et sinon, autre point lecture assez rapide, j'ai attaqué du coup, vu que j'avais terminé Station Eleven, j'ai attaqué la suite d'Anatomy Love Story, donc c'est Love Story Immortality je crois, qui est donc le deuxième et dernier tome de cette saga, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu une quarantaine de pourcents, je pense. Donc pareil, hein, ça se lit super vite. Voilà, on est vraiment dans autre chose que ce que je vous ai présenté avant. C'est vraiment super léger. Ça se lit tout seul. C'est du young adult vraiment plaisant à lire. On retrouve le personnage d'Azel comme dans le premier tome et on se retrouve dans la suite un petit peu direct. Alors il y a une petite ellipse de temps, je ne sais pas trop vous dire de combien de temps, mais en gros où bah, elle a voilà, continué un peu sa vie malgré la fin du premier tome qui n'était pas forcément facile. Et en gros ce deuxième tome a priori va se concentrer sur un peu plus la cour d'Angleterre puisque Hazel à l'origine est en Écosse et qu'elle va être par X et Y détours, elle va être amenée à la cour et je vous laisserai découvrir. En tout cas, c'est toujours très chouette. J'aime mieux le personnage... Enfin, j'aimais déjà pas mal le personnage d'Hazel dans le premier tome, parce que petit à petit, elle était de moins en moins cliché et attendue, et je trouve que là, elle est encore mieux que dans le premier tome. J'aime bien ce personnage. D'une part, elle est assez stéréotypée par certains aspects, ce qui est assez logique en soi, mais en même temps, elle a parfois des réactions, un regard analytique sur ses réactions, c'est-à-dire qu'elle va réagir d'une certaine façon qui pourrait être cliché, et en fait, elle-même va se regarder et va dire «Ah ouais, non, mais là, c'était peut-être pas ce qu'il fallait que je fasse», ou «Je sais que je devrais peut-être pas faire ça comme ça, mais ça m'agace», enfin voilà. Et moi, j'aime bien ce côté-là parce que je trouve que c'est ce qui rend un personnage intéressant ou pas, c'est qu'on peut avoir des réactions un peu clichés, stéréotypées, voilà, mais c'est le regard analytique qu'on porte sur ça qui donne quelque chose au final. Donc là, c'est un peu plus le cas, et c'est plus, voilà, c'est très très chouette, ça se lit tout seul, ça s'enchaîne, il n'y a pas du tout de complexité à aucun niveau, que ce soit en termes d'intrigue, etc. C'est très chouette. Et là, on est moins dans quelque chose, je vous disais dans le 1, ce qui m'avait un peu dérangé sur la fin, c'est qu'il y avait ce côté un peu fantastique qui était un peu tiré par les cheveux à mon sens. Alors je me doute bien qu'on va y retourner puisque c'est pas forcément conclu dans le premier volume, mais pour le moment on n'y est pas et ça me va très bien comme ça. Très sincèrement, à 40%, il s'est pas forcément passé grand chose, mais ça me plaît parce que j'aime bien l'ambiance. Encore une fois, c'est une lecture qui fonctionne assez bien à cette période, hein, on est voilà, dans l'Écosse, l'Angleterre, il fait pluvieux, il fait gris, il y a tout ce côté un petit peu morbide de la chirurgie, des corps, des cadavres, enfin ça fonctionne très bien je trouve. Et c'est une lecture, on va dire, spooky légère. Enfin, spooky même pas, ça fait pas franchement peur, mais en tout cas relativement légère, et c'est plaisant. Donc voilà, je vais pas vous dire que c'est encore une fois un gros coup de cœur, mais j'ai revu un peu mes exigences différemment en me disant que à partir du moment où je prenais du plaisir à lire, même si c'était pas une lecture incroyable, et ben c'est pas grave, c'est chouette, et je vous le dis, c'est chouette. Après, encore une fois, je vous dis, c'est pas le meilleur livre de l'année, mais ça fait du bien, ça se lit tout seul, et c'est agréable, et c'est bien suffisant en soi. Voilà, c'est tout pour mes lectures en cours. Je n'ai rien terminé d'autre dernièrement. Si je vous ai parlé de monstres, donc non, je n'ai rien terminé d'autre. En revanche, j'ai emprunté un petit livre à la médiathèque, et c'est un petit librio, je pense que vous connaissez. C'est un espèce de petit dictionnaire sur Dieu et personnages de la mythologie nordique. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de me pencher un petit peu là-dessus, dans la mesure où j'aimerais bien lire un petit peu plus de mythologie nordique, et que c'est vrai qu'avoir un minimum de connaissances, ça rend les choses plus fluides et plus agréables. Et comme j'ai vu qu'il y avait un livre de John Gwynne qui était sorti récemment et qui se passait dans cet univers, et que j'ai très envie de le découvrir, j'ai très envie de savoir de quoi ça parle avant, en tout cas de comprendre quand on en parle, et qu'on évoque simplement bah, voilà, des dieux ou quoi, pas être totalement largué. Donc je lirai ça tranquillement, je vais pas enchaîner, mais voilà, je découvrirai ça tranquillement, petit à petit.
Voilà, j'ai lu une nouvelle du Roi en rose jaune, qui va être ma lecture un petit peu, qui va s'étaler je pense sur octobre. J'ai lu la première nouvelle qui s'intitule Le restaurateur de réputation, qui était une nouvelle, je vois en fait en quoi, je vois les inspirations de Lovecraft, très clairement. C'était une nouvelle, encore une fois, qui fonctionne très bien pour cette période. C'était pas incroyable, sincèrement, c'était pas incroyable parce que c'est moins subtil, je pense, que Lovecraft. Mais c'était intéressant. En revanche, gros point négatif, on a toute une tirade xénophobe et raciste au début qui est insupportable. Page 15, si vous avez cette édition, voilà, ici, là, hyper longue, où on parle en gros de, voilà, de virer certaines personnes du pays, de contrôler l'immigration, de faire des lois sur la naturalisation, etc., etc. Ah oui, alors la meilleure phrase. La concentration croissante du pouvoir entre les mains de l'exécutif contribuait à la paix et à la prospérité générale. Bref, voilà, ça me fait un petit peu vomir. Mais si j'exclus ça et que je me penche uniquement sur l'histoire, c'était intéressant, c'était pas incroyable, mais c'était intéressant dans la mesure où on va être sur le mythe de la pièce de théâtre Le Roi en jaune et sur la folie qu'elle provoque. Donc c'était plutôt chouette de ce point de vue-là. Après, il faut vraiment faire abstraction de ce genre de remarques, hein, concrètement. Donc je me lirai peut-être une autre petite nouvelle quand j'aurai terminé Malou d'Ivray et ceci. Et je m'en lirai sûrement une autre à cette occasion. Et puis voilà, je vais enchaîner ça tranquillement. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu histoire de toutes les lire avant fin octobre. Ça serait pas mal. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai reçu 2 livres, mais je vous en reparlerai plus tard parce que là, je dois vous laisser. On se fait des bisous et on se dit à demain. Coucou, nous sommes jeudi et comme vous pourrez le constater, j'ai un petit enfant avec moi. L'enfant s'est réveillé, donc on va devoir faire avec. Mais de toute façon, je ne vais pas vous dire grand chose parce que finalement j'ai avancé un petit peu toutes mes lectures, mais pas assez pour en parler. En revanche, je peux vous parler de la lecture que j'ai commencée en lecture commune avec Emeline. Donc je vous remettrai son compte Instagram en barre d'infos. On a attaqué le premier jour de paix d'Elisa Béram que j'avais acheté, je sais plus, à sa sortie je crois. Et donc c'est ce post-apo qui, a priori, aurait des vibes à la Becky Chambers. Et on va suivre dans ce livre un peu la population après l'exode, les exodes, il y a eu plusieurs exodes, et un petit peu les cataclysmes naturels qu'il y a eu dans le monde entier. C'est hyper intéressant, c'est très chouette, j'aime beaucoup l'écriture, je trouve qu'il y a vraiment une très très belle plume. J'aime beaucoup la manière dont les sujets sont abordés et les personnages qu'on peut suivre. Je pense qu'on va suivre différents personnages, donc ça donne des petits bouts un petit peu courts de plein d'histoires, mais c'est très chouette aussi, ça me dérange pas. Je sais que certains ont un petit peu déploré, du coup ça creuse pas forcément énormément, mais ça permet de voir un petit peu différentes choses dans cet univers post-apo. Donc c'est plutôt une bonne lecture pour le moment, je suis assez convaincue, je suis assez bien dedans, je vais l'avancer après si j'ai le temps, je vous dis ça, mais j'ai plein de trucs à faire pour ce reste de journée. Donc nous verrons. En tout cas, je suis très contente de l'avoir attaqué et pour le moment, ce que je peux vous en dire, j'ai quand même bien avancé, hein, j'ai dû lire 60 pages sur 150 peut-être, ou 200, je ne sais plus. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est très bien écrit et que c'est très intéressant et je comprends un petit peu les vibes à la Becky Chambers parce que je trouve qu'il y a un petit peu ça, comment vous dire, c'est pas franc au niveau de l'univers, mais c'est dans l'écriture et dans l'ambiance un peu, il y a ce côté un peu, d'une part, alors, certes il y a des violences, c'est dur et tout, mais je surveille ce qu'il fait en même temps, dans le côté douceur d'écriture, je trouve que ça se retrouve un petit peu, donc c'est plutôt chouette. Voilà, sinon j'ai reçu un colis que je vais ouvrir en vidéo, vous verrez ça prochainement, c'est un swap, donc je vais tourner ça, je vais pas beaucoup plus vous garder pour aujourd'hui, et comme je vous disais, j'ai avancé plein de lectures, mais pas énormément, et celle que j'ai le plus avancée, c'est mon défi lecture dont je ne vais pas parler ici forcément, donc voilà. Sur ce, du coup, je vous laisse pour aujourd'hui, ça aura été très court, on reparlera de tout ça demain, je voulais quand même vous prendre pour vous donner un premier petit avis sur le premier jour de paix. Et on se dit à demain, j'essaierai de prendre plus le temps et surtout de terminer des lectures, ça serait plutôt pas mal. Donc on se fait des bisous et on se dit à demain. Coucou, nous sommes vendredi 13 octobre et je reviens vous parler de différentes lectures puisque j'ai entamé une nouvelle lecture, j'ai avancé une autre lecture et j'ai terminé 2 lectures. J'ai pas chômé. J'ai terminé Malou d'Ivray de Gwen Guillain que j'avais reçu gratuitement en service presse de Folio, qui était une très chouette lecture. Alors c'est une lecture qui est hyper intéressante d'un point de vue pour le double point de vue que j'ai déjà évoqué en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté conte
et le côté regard sur le conte et comment on détourne les figures et on personnifie des idées de conte pour en faire des personnages. On a les personnages typiques du conte qui sont hyper bien représentés et hyper intéressants, et en même temps, en sous-texte, à travers ces personnages, on a aussi des relations qui pourraient être réelles, qui sont expliquées. Je pense par exemple à la relation entre Malou et Ivray, qui est hyper intéressante puisque Malou est une figure maternelle pour Ivray, mais que Malou traite Ivray comme une servante. Donc vous voyez, il y a cette espèce de double relation, en tout cas qui est un peu à sens unique quelque part, et qui est vraiment hyper intéressante parce que bah voilà, ça questionne des sujets assez intéressants et importants des relations intrafamiliales, même si c'est pas vraiment une famille. C'était aussi hyper intéressant sur la fin et sur le destin, puisque Ivray, comme je vous l'avais dit, je crois, est un personnage qui n'a pas d'histoire. Malou a tout fait pour qu'elle n'ait pas d'histoire et qu'elle soit vierge en fait de passé, de futur, etc. Et Ivray va un peu se battre pour et se retrouver un peu même malgré elle embarquée et va commencer à avoir une histoire qui va s'écrire. Et du coup, c'était vraiment un passage sur la fin qui était très intéressant. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'était vraiment bien fait. Et j'ai beaucoup aimé, et ça questionne cette notion de destin et aussi ces clichés de contes. Je sais pas comment vous dire pour pas spoiler, mais ça questionne beaucoup les clichés et les attentes typiques du conte, et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'écriture est vraiment très belle et de qualité, mais encore une fois, c'est pas le genre de livre qu'on lit pour se reposer, voilà, quand on a envie d'une lecture légère. C'est une lecture qui est exigeante, qui demande de la concentration, qui demande d'être vraiment à fond dedans pour, je pense, apprécier pleinement à la fois la langue et l'histoire, et j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai lu certains passages en étant un peu trop fatiguée et je suis passée à côté par moment de certains passages et c'est un peu dommage. Donc je vais le mettre de côté et peut-être qu'à une autre occasion ou peut-être l'année prochaine, je retenterai et je le relirai, et avec les connaissances que j'aurai gardées, ça sera plus facile pour moi de reprendre, voilà, de comprendre les choses qui sont peut-être passées un petit peu à la trappe malheureusement. Après, voilà, c'est un peu le jeu, hein. Les livres, de toute façon, c'est que ça, c'est que des rencontres, hein. On peut aimer un livre en le lisant à un moment donné de sa vie et le lire à un autre moment et le détester et vice-versa. Donc, j'ai pas du tout détesté, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que je suis passée un peu à côté de certains passages et j'en ai conscience et c'est un peu dommage. Donc, voilà, je le relirai à l'occasion. Je vous en reparlerai si c'est le cas parce que c'est une lecture qui est vraiment très intéressante et que je vous recommande si vous aimez tout ce qui va être conte, tout ce qui va être belle langue, belle écriture et ce jeu sur les clichés, ce jeu sur les attentes des contes. Voilà, donc ça c'est terminé, c'est lu. Ensuite, j'ai terminé la lecture du tome 2 de Love Story Anatomy là. Donc c'est Love Story Immortality, je crois, qui était plutôt sympa, je dirais jusqu'à peu près 75%, et après on est un peu tombé dans un écueil que j'aurais aimé éviter, mais je pense que c'est extrêmement personnel et que d'autres personnes seront ravies de ce qui se passe parce que voilà, c'est vraiment une histoire de goût et de personnalité. Moi, ça m'a un peu... Bon, voilà, j'étais pas hyper convaincue par ce choix de l'autrice sur la fin. À vous de voir, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de la fin, du dernier quart, je dirais. Mais c'était sympa. Sincèrement, c'est une lecture qui est sympa. Ça fonctionne bien pour le côté spooky. Dans les points plutôt positifs, je dirais que le personnage d'Hazel est un personnage que j'aime beaucoup parce que, comme je vous disais la dernière fois, je crois, c'est un personnage qui réfléchit, réfléchit sur ce qu'elle fait et comment elle réagit. Et c'est ce qui manque parfois un peu, je trouve, en Young Adult, c'est que les personnages ont des réactions euh, qu'on peut estimer pas très intelligentes. Et, et ils vont à fond dans leur truc et ils se remettent pas du tout en question et la lumière baisse, je suis désolée. Bref, alors qu'Hazel ici, elle le fait en fait. Elle a un regard sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle fait, sur ses réactions. Elle analyse un petit peu parfois sa manière de répondre, etc. Et elle se dit qu'elle aurait peut-être pas dû faire ça comme ça. Et bref, donc c'est un peu plus intéressant dans la mesure où ça apporte un côté analytique. Et c'est aussi intéressant vu le public qui est cible, parce que ça permet aussi peut-être au lecteur qui aura ce genre de réaction un petit peu épidermique et un petit peu typique, j'ai envie de dire, de ces âges-là, de se dire que ah bah oui, en fait peut-être que c'était pas la bonne réaction, même si sur le moment bah c'était la seule qu'on a réussi à sortir et à gérer, en fait c'était peut-être pas la bonne réaction. Bref, j'aime beaucoup le personnage d'Azel, sincèrement. Les questionnements en sous-texte, pas que en sous-texte d'ailleurs, sont assez intéressants, c'est-à-dire bah, la place des femmes dans la société. Alors là, c'est la société anglaise de la fin du 18e, début du 19e, mais
ça reste d'actualité malgré tout. Ça pose des questions aussi par rapport aux relations familiales, amicales, amoureuses. On va avoir un couple qui va être un petit peu différent. Je ne vais pas trop vous en dire pour pas spoiler, mais on va avoir un couple qui va m'en proposer un schéma un petit peu différent, qui est hyper intéressant, même si pas énormément exploité, c'est un peu dommage, mais c'était franchement très intéressant. Enfin, il y a plein de choses très sympas dans ce livre, plein de bonnes réflexions et de manières de montrer les choses qui sont intéressantes, mais en fait, malheureusement, c'est pas suffisamment développé à mon goût, et du coup, on reste sur cette histoire qui n'est pas surprenante, qui est un petit peu cliché, stéréotypée. Ça reste une chouette lecture, je vais pas vous dire que c'était pas génial, c'était pas du tout mauvais, c'était sympa, je l'ai lu, je l'ai terminé, donc c'est que ça me plaisait un minimum, et j'avais envie de savoir quand même comment ça allait se terminer, ce qui est plutôt une bonne chose. Cette fois-ci, on n'a pas eu d'épilogue. Voilà, donc si vous voulez une lecture sympa, qui se lit bien, où il n'y a pas, à mon sens, de choses problématiques, de représentation trop problématiques, et qui soit dans un univers un peu différent et un peu spooky, allez-y. Bref, j'ai avancé la lecture du premier jour de paix d'Elisa Béram. Je comprends, là où j'en suis, je suis là j'ai attaqué la deuxième partie, donc il y a, hop, vous voyez, il y a une deuxième partie. Dans la deuxième partie, je comprends plus, effectivement, les rapports avec Becky Chambers qui pouvaient être faits dans la quatrième. Ça serait l'équivalent, si vous voulez, une petite idée, pour pas vous faire non plus de fausses idées par rapport à Becky Chambers. Ça serait, vous voyez, un psaume pour les recyclés sauvages où on en est, et bah ça serait le moment de transition entre l'ancienne façon de vivre des humains et potentiellement la nouvelle. Donc on est encore dans du conflit, dans des choses pas très safe, dans des situations un peu compliquées. Mais il y a cette démarche de faire quelque chose pour améliorer. Donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup cette écriture. Je trouve que l'autrice a une écriture vraiment hyper chouette, hyper sympa, hyper travaillée. Et en même temps, ouais, il y a ce côté un peu Becky Chambers dans l'écriture, moi je le trouve quand même si c'est pas cool de comparer parce que ça reste deux choses totalement différentes, mais si vous voulez, ça a ce côté très, très doux en fait dans l'écriture, même quand ça décrit des choses assez violentes. Il y a ce côté de personnage qui essaie d'améliorer les choses et qui, enfin, voilà, il y a quelque chose quand même. Il faut bien le dire, il y a quelque chose. Moi, je vois en tout cas le rapport. Après, ne lisez pas ça en vous attendant à retrouver une Becky Chambers francophone, vous serez déçus. C'est pas non plus le cas. C'est plus une inspiration, on va dire. J'ai hâte de continuer. Je pense qu'on va continuer avec Emeline aujourd'hui. Je crois qu'elle voulait le terminer aujourd'hui ou peut-être demain, je ne sais plus, mais en tout cas, il va pas, voilà, ça va pas faire long feu, il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste 60 pages. Voilà. Donc je vous en reparlerai quand ça sera terminé, probablement demain, je l'espère en tout cas. Et je vous donnerai mon avis final. En tout cas, ah si, autre point que j'ai trouvé hyper drôle, entre guillemets, entre gros guillemets, c'est que, si vous voulez, les personnages âgés de cette histoire sont nés dans les années 2020. Et ça fait un peu bizarre, parce que ça se passe en 2098, donc c'est dans pas si longtemps, si vous voulez. C'est de l'anticipation, mais pas dans 1000 ans non plus, quoi. Donc c'est cocasse, on va dire. Bref, voilà pour le premier jour de paix. Et hier, avec Pénélope, on a très rapidement attaqué l'IAVEC de Megan Lindholm, alias Robin Hobb. Je ne sais pas si un des deux est son vrai patronyme, ou si les deux sont des pseudonymes. Peu importe. On a lu juste j'allais dire un demi-chapitre, mais c'est des nouvelles. Une demi-nouvelle pour voilà, se lancer un petit peu, s'échauffer. Elle était occupée hier, et puis moi, de toute façon, je lisais d'autres trucs. Donc on s'est dit juste au dernier moment, allez, on se lit une demi-nouvelle et on voit ce que ça donne. Et c'est plutôt très très sympa. C'est assez sombre, hein. On sent très clairement qu'on est dans un univers très sombre. Je peux pas vous dire grand-chose parce que on a lu que 20 pages. Mais cette première nouvelle, a priori, on suit un personnage qui s'appelle Dashif et qui travaille pour je ne sais plus qui, une éminence ou quelque chose comme ça, et qui règle les comptes pour l'éminence. Je ne peux pas trop vous en dire de grand chose de plus, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la manière dont l'autrice traite ses nouvelles, c'est-à-dire que bah, c'est une nouvelle, c'est court, il y a peu de temps, donc vous apprenez les informations de l'univers sur le tas et au fur et à mesure, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors autant si on est on est d'accord, hein, dans un pavé de fantaisie de 1000 pages, ça fonctionnerait pas et ça serait trop compliqué. Autant pour le format nouvelle, ça fonctionne très très bien. Donc je pense qu'on va se continuer ça tranquillement. Je ne sais pas combien il y a de nouvelles. Il doit y en avoir peut-être 4 a priori. Mais bref, on en reparlera quand j'aurai terminé la première nouvelle. Et on va sûrement essayer de se terminer la première et d'en lire une autre ce soir, je pense. En sachant qu'on est vendredi, donc demain il y a live, peut-être qu'on en lira une autre en live.
Voilà, en tout cas pour le moment ça m'inspire plutôt bien et cette couverture est de toute beauté, même si moi c'est un ouvrage que j'avais acheté c'est un ouvrage de revente de médiathèque, après suite à un désherbage, donc j'ai l'étiquette médiathèque qui est pas très jolie, et c'est sous la couverture plastifiée, donc c'est mort, je ne pourrais pas l'enlever, mais sinon la couverture est très 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 jolie, voilà. C'est tout pour mes lectures à l'heure actuelle, je pense. Je suis aussi sur le défi lecture, mais je ne peux pas vous en parler. Et puis voilà, du coup, j'ai rien réattaqué en numérique, mais j'ai déjà quelques livres à finir. Donc je pense que là, l'objectif, ça va être d'avancer mon défi lecture aujourd'hui, à mon avis, de terminer le premier jour de paix, et après, nous verrons ce que j'attaquerai, en sachant que la semaine prochaine, c'est les vacances, qu'on va partir et que je ne vais pas prendre 15 livres avec moi. Donc il va falloir que je réfléchissent et sélectionnent des lectures sur ces quelques jours à venir qui passent dans le timing, et ce que je vais prendre avec moi en sachant qu'on a prévu de se lire la semaine prochaine, si tout va bien, La Maison des Feuilles, qui doit peser à peu près 5 kilos. Donc déjà pas mal en soi, je ne sais pas si je vais prendre autre chose, est-ce que du coup je vais faire que du numérique. Voilà. Je ne peux pas vous dire. Toujours est-il que je vais vous laisser pour ce point lecture de la journée. On vous fait des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes samedi et je viens pour clôturer ce vlog. J'ai terminé ceci, donc le premier jour de paix d'Elisa Béram, qui était une très chouette lecture que j'ai lue en lecture commune avec Emeline sur Instagram. Le chat, évidemment. Et on a toutes les deux beaucoup aimé. Alors en fait, ça se découpe en 3 parties. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était 2, alors qu'au moment où je vous ai dit ça, j'avais déjà passé la deuxième. En gros, ça se découpe en 3 parties et je trouve que le découpage est hyper intéressant parce qu'on part d'une situation un peu extrême dans vraiment une toute petite communauté qui est assez seule, où il y a vraiment rien autour et qui demande de l'aide. Et plus ça avance dans les parties, plus on va rentrer dans la société post-apocalyptique, plus avancée, avec un peu de technologie. Donc on va suivre au début le personnage d'Aureliano qui vit dans cette toute petite communauté. Dans la deuxième partie, on suit, je vous l'ai dit, ah, une griffe. On suit Esphire qui est médiatrice, donc ça s'appelle, je sais plus comment ils appellent ça, émissaire, et qui essaie de créer la paix à échelle locale. Elle va de communauté en communauté pour régler les problèmes. Et en dernier, on suit le personnage d'America, qui elle est une femme qui essaie de conclure un accord entre les dirigeants, plutôt les représentants, on va dire, des grands territoires qu'il reste, donc le grand territoire du nord, de l'ouest, du sud et de l'est, et elle essaie de trouver une solution pour que tout le monde puisse s'entendre et pour créer en fait la paix dans l'humanité tout entière. Donc on est vraiment sur la thématique de la paix à plus ou moins grande échelle, que ça soit très local comme beaucoup plus large, et comment survivre à cette fin du monde, entre guillemets. On sait qu'il y a à peu près 2 tiers des humains qui sont morts, on sait qu'il y a eu, je crois, 2 ou 3 grosses exodes de population, puisque les territoires ne sont plus habitables dans leur intégralité. Et voilà, pour l'histoire, en gros, c'est ça, et c'était vraiment super bien, c'est très bien écrit. C'est très bien mené, c'est assez court, mais je trouve que même si j'aurais aimé en avoir un petit peu plus pour certains aspects, je trouve que c'est suffisant, ça se suffit en soi, et c'est assez audacieux en termes de construction, en termes de type de narration, et c'est très chouette. Franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. Et évidemment, ça va parler d'écologie, ça va parler d'humanité, ça va parler aussi des élites et de ce qui leur est arrivé suite à cette fin du monde. C'est un texte qui est assez engagé, je trouve, d'un point de vue, comme je vous disais, social, écologique, politique. On sent ce que pense l'autrice de tout ça, et c'était une très bonne lecture. Ça se lit tout seul, enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas regretté finalement qu'on change de point de vue, même si du coup ça fait des parties très courtes, parce qu'on apprend ce qu'il faut pour comprendre l'intégralité de l'univers, alors qu'on est sur vraiment un format assez court. Et en ça, c'est très bien pensé et très bien mené. Je vous recommande, si vous aimez les post-apos, si vous aimez les post-apos qui parlent plus des solutions que de la description de tout ce qui ne va pas, puisque là on est vraiment dans la recherche de solutions, eh bien vous pouvez y aller, ça va peut-être vous, en tout cas pas vous déprimer totalement, puisque ici on propose quand même un petit peu des solutions, et on essaie de voir ce qui est positif et ce qu'on peut améliorer. Donc c'était vraiment très chouette. Voilà, très bonne lecture, je vous recommande, ça fait partie de ces excellentes lectures de chez La Talente, comme très souvent, hein, je pense que vous le savez maintenant, en général, je n'ai jamais, en tout cas, je ne pense pas avoir eu une déception avec La Talente. Il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, mais voilà.
Sinon, hier avec Pénélope, on a avancé la première nouvelle, on a terminé la première nouvelle de Liavec, qui était donc écrite, je l'ai vu après, c'était une des nouvelles écrites par Steven Brust, et ça s'est ressenti. Alors, c'était hyper intéressant, c'était bien écrit, l'univers était... c'est un univers que j'apprécie, qui est très sombre, hein, c'est plutôt de la dark fantasy. Par contre, les descriptions des femmes, c'était insupportable. Elles étaient toutes décrites par leur physique, et même quand elles ont des fonctions un peu importantes dans la société de l'IAVEC, elles sont principalement décrites pour leur physique. Et je crois même que la nouvelle se conclut sur ça, quoi, sur le personnage principal qui est un homme et qui reluque, je sais plus qui, une jeune femme, je sais plus laquelle, mais c'est la phrase finale de la nouvelle. Je peux vous le dire, hein, ça spoile pas. De plus, elle était agréable à regarder, si grande, si élancée. Et puis cette peau et ses longs cheveux sombres. 3 petits points. Donc c'est dommage, ça gâche un peu tout le reste qui était plutôt cool, hein, ce besoin de sexualiser toutes les femmes qui passent. Mais on a attaqué la suivante qui s'appelle Hasard de naissance, et cette fois-ci c'est Megan Lindholm. Et ça se sent dans les descriptions déjà pour commencer, mais pas que. Donc voilà, je vous en reparlerai quand on aura avancé. Donc voilà, c'est plutôt sympa, on en reparlera quand on l'aura terminé, je vous ferai un point. Je pense pas que demain c'est ce qu'on va lire, enfin ce soir. Ah mais c'est ce soir. Je pense pas que c'est ça qu'on va lire ce soir en live. Je pense qu'on va lire Entre les méandres de Niveau, parce que comme ça, bah, il sera lu et sinon ça va reporter. Ça c'est des nouvelles, on pourra toujours s'arranger pour voilà, caser et s'en sortir. Donc on va lire Entre les méandres ce soir. Et sinon du coup, comme j'avais terminé le premier jour de paix, j'ai attaqué Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai dû lire, je pense, à peu près un tiers hier soir. Ça se lit tout seul, hein. Je vous en reparlerai plus longuement quand je l'aurai terminé. Ça va pas faire long feu, ça se lit vraiment tout seul. Voilà, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je l'aurai terminé. De toute façon, j'ai intérêt puisqu'après je vais partir et que je vais pas l'emmener avec moi. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai ça à terminer avant de partir. Je crois que ce week-end, je dois attaquer la Maison des Sortilèges en lecture commune avec Anaïs sur Instagram. Donc voilà, il faudrait que je termine tout ça avant de partir et que je réfléchisse à ce que je vais prendre pour mon voyage, en sachant qu'a priori, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, je dois prendre la Maison des Feuilles qui pèse 10 kilos. Bref, on verra ça, je vous montrerai tout ça, je vous ferai un plan et je vous montrerai ce que je prends. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!